de discussion de ce que je travaille présentement, qui est, dans le fond, c'est motivant pour moi d'en parler parce que j'ai besoin de le verbaliser, de le préparer pour mieux comprendre ce que j'essaie de faire avec ça. Puis, ben, dans le cadre de la résidence, oui, il y a comme des œuvres qui découlent de ça, mais je ne serais pas prêt à appeler ça comme une œuvre parce que c'est vraiment juste on peut dire, des explorations, un premier jet. Euh, Puis, ben, ça prend sa place dans une série de tests, là. Donc, j'ai des réflexions en cours. Je veux changer un peu ma façon de travailler. Puis, ben, je suis motivé à comme, essayer de décortiquer pourquoi je veux changer ma façon de travailler, puis comment je vais le faire, puis à quoi ça sert et tout. Puis, c'est ça que je vais essayer de vous présenter. Euh, Puis, ben, je peux commencer peut-être en parlant d'un petit peu de ma démarche, de mes thèmes principaux dans mon travail. Ben, je m'intéresse beaucoup à la relation qu'on a avec les technologies, avec l'écran, la façon que ces technologies-là viennent filtrer nos façons de communiquer. C'est extrêmement avantageux, mais pas toujours. Puis c'est parfois maladroit. Donc, ça, je trouve ça très, très fascinant. C'est aussi important pour moi de révéler la matérialité qui est nécessaire pour faire rouler ce filtre-là, pour avoir accès à ce pouvoir-là. Donc, on se le sert, le marketing nous le sert vraiment de façon magique, scellée. On ne peut pas réparer nos objets, on ne possède pas vraiment nos appareils. Donc, c'est un peu aussi en réaction un peu à ça que j'ai envie euh, d'exagérer la matérialité que ça peut prendre ou du moins montrer tel quel là, ce que c'est. Fait que ça m'attire esthétiquement à utiliser beaucoup de câbles, beaucoup des écrans plutôt que les projecteurs parce que je préfère la lumière directe des écrans. Je suis constamment inspiré par les potentiels de ces technologies-là, leurs lacunes aussi. Puis j'aime détourner, j'aime brainstormer un peu sur qu'est-ce qui pourrait contrôler quoi, essayer de contrôler différents logiciels avec d'autres. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est interopérabilité du numérique. Je pense que c'est la plus grande force du numérique. Et finalement, ben, je développe tout ça d'une manière comme plus ou moins autonome. J'essaie d'aller chercher des ressources à gauche, à droite pour m'accompagner là-dedans. Puis sinon, je vais chercher beaucoup d'aide sur Internet directement, des communautés en ligne, beaucoup de tutoriels en ligne. Donc, je veux contribuer aussi à ce genre d'initiative-là, de communauté de partage de connaissances en ligne. C'est quelque chose qui est important pour moi. Là. Donc, ça vient ponctuer à peu près là, ma façon de faire là, dans tous les projets. Donc, est-ce qu'on peut switcher ça? Fait que, je veux présenter deux projets en particulier qui résument bien, on pourrait dire, mon passé puis mes intérêts, puis ma démarche. Puis après ça, faire le pont là, avec ce que je fais présentement avec Topo puis, et autres partenaires. All right. Je pense qu'on n'a pas besoin de son. C'est pas grave. Un peu vert, ouais. C'est pas grave. Ben, il y a des plantes dans ce que je fais, fait que le vert, c'est bien correct. OK, donc ben, ça, c'est une œuvre qui s'appelle Nature morte. J'ai fait ça en 2017. Le contexte de création est important pour moi puis affecte beaucoup l'œuvre. C'était probablement ma première tentative de faire une œuvre dans le monde réel parce que je viens vraiment du numérique. Et là, ben, j'avais accès à cet espace-là à Québec. C'était peu après avoir déménagé à Québec, en fait. En faisant mon test d'installation, ben, c'était un réflexe pour moi de documenter mon travail pour juste mieux y réfléchir. Finalement, ces images-là, c'est sûr que j'ai pas pu m'empêcher, dans le fond, de récupérer cette documentation-là puis de jouer avec, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de glitch vidéo, beaucoup de data moche. Et là, ben, je juste laissé aller un peu avec ça. Puis je voulais explorer aussi d'autres types de lieux, en fait, parce que j'avais, dans le fond, pour moi, quand on interprète l'image ici comme un point de vue sur un lieu, ben, je le vois comme une réalité, mais qui est quand même fictive, une réalité vidéo, documentée, documentation d'art. Ça va recommencer tout seul, je pense. Ouais. Donc, par contre, là, quand je viens ici comme injecter une espèce de profondeur qui est fictive avec de la 3D, oui, mais c'est une 3D que toute la texture provient de ma texture originale vidéo que j'ai comme projetée sur mes espèces de formes 3D dans l'espace. Là, je viens de me promener d'une façon, tu sais, que oui, c'est inspiré
de la salle originale, mais ça vient injecter des volumes supplémentaires. Puis par la suite, je veux m'éloigner en fait de cette dimension 3D-là, puis ramener la vidéo avec le data mosh, qui est une technique de glitch qui utilise le mouvement d'une image vidéo en mouvement, qui vient appliquer ce data-là de mouvement qui est créé par la compression vidéo à une texture qui est d'une autre image, en fait. Là, donc, ça sert à faire des transitions. Puis moi, j'adore, ça fait penser un peu de la peinture. J'aime bien que ça rappelle instantanément les pixels de l'image vidéo. Ça me lance dans une réflexion sur qu'est-ce que je regarde finalement. Est-ce que je regarde le contenu de l'image ou bien est-ce que je regarde le médium? Puis là, ben, finalement, ça me lance dans un autre monde 3D et finalement, les réseaux sociaux que je vois un peu comme un lieu, finalement. Un lieu qui ont une architecture, mais juste différente. Puis, je veux dire, on utilise tellement ça maintenant qu'on n'a pas le choix de s'habituer à une espèce d'existence sur cette architecture, dans ce genre d'architecture-là, que je trouve souvent maladroite d'ailleurs. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire avec ce projet-là. Donc, beaucoup de focus sur l'état de transition, d'imperfection entre deux mondes, pas deux mondes, mais deux propositions, qu'est-ce que serait une réalité, bon, vidéo ou 3D, ben, qu'est-ce qu'il y a entre les deux finalement, puis comment je fais pour passer d'un à l'autre, c'est ça qui m'inspire le plus. Puis ça revient beaucoup dans mes autres projets aussi. OK, un autre projet. Ben, d'ailleurs, avant d'aller trop vite, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, des questions par rapport à comment je travaille là-dessus? Ouais? Moi, j'ai une réaction. Alors, je trouve ça vraiment intéressant comment tu amènes justement ce principe de pixel avec la peinture parce on parle souvent de la touche en peinture, par exemple, le trait de l'artiste, on est capable de le ressentir dans le volume de la peinture. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi que tu es en train d'essayer de piloter, ça avec cette pixel toujours plate. En fait, c'est de trouver des propriétés qui vont au-delà de sa nature, de juste substance plate. Ouais. J'aime beaucoup jouer avec la perspective, puis qu'est-ce qui est plat, qu'est-ce qui ne l'est pas, donner de la perspective avec différentes techniques. Puis, ben, là, c'est ça. C'est sûr que je ne l'aborde pas. Le parallèle avec la peinture, il est vraiment juste esthétique, je pense, parce que ça ressemble. Mais j'ai une grande considération pour un processus essai-erreur avec ces techniques-là. Je trouve ça vraiment amusant d'avoir une idée, une hypothèse sur qu'est-ce que le look pourrait être dans une transition, lancer le système qui l'a créé, puis voir le résultat par la suite. C'est quand même plaisant. Mais ça, je fais plus vraiment ça maintenant, puis je vais en parler plus tard sur pourquoi je ne fais plus vraiment ça aussi. Là. Mais oui, merci de ton commentaire. OK. Puis, bon, l'autre truc que je veux montrer. OK. C'est une série un petit peu plus récente, 2021, qui s'appelle Manipulation. Donc, Manipulation, c'est des animations qui sont faites vraiment pour les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, on les dénature beaucoup quand ils sont projetés ici sur une page web. C'est pensé pour être vu dans un téléphone avant tout. Puis, il y a une considération sur la main de l'utilisateur sur les réseaux sociaux qui tient son téléphone pour regarder cette œuvre-là dans laquelle on voit une main. Donc, tout ce qui est récurrent, tout ce qui est méta, moi, ça me fait bien triper. Fait que ça vient de là. Puis, j'aime ça, la main, c'est un peu comme un symbole, c'est une façon de communiquer. C'est un symbole fort qu'on applique à un paquet d'affaires, mais pour moi, c'est surtout un langage, c'est très expressif. Je trouve ça fun de gesticuler aussi, fait que ça fit là-dedans. Puis dans le projet, ben, dans mes projets, souvent, ils ont un peu comme ils sont structurants, les mains, ils portent d'autres choses. J'aime un peu la structure avec les doigts là, qui peut se refermer sur quelque chose. Fait que je le vois vraiment comme la structure qui peut supporter en fait quelque chose que je vois comme une matière virtuelle. Et là, ces matières virtuelles-là, ben, en 3D, moi, je ne suis pas fan de modélisation, je ne suis pas fan de travailler les textures. Ce n'est pas important pour moi de tout faire, mais je suis plus intéressé à créer des comportements à travers des simulations, des simulations de tissus, de liquides, etc., ou bien des systèmes de géométrie qui sont complètement paramétriques. Donc là, dans ce cas-ci, ben, y en a des simulations là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de systèmes paramétriques.
que j'ai une première étape pour moi qui est un peu la conception du système, son look, ses limites, on pourrait dire. Puis ensuite, je viens explorer ces limites-là avec le geste. Puis, c'est ça, je voulais parler de ce projet-là parce que c'est vraiment en lien avec la transition que j'essaie de faire, en fait, qui est d'arrêter de faire de l'animation trop keyframe par keyframe, puis trop statique, puis de pouvoir créer d'une façon vraiment plus spontanée, avec un geste qui est imparfait, un geste, je pourrais vous en montrer d'autres aussi, là. Un geste que je fais de manière intuitive qui me génère un paquet de data parce que les gardes mocap que j'utilise génèrent trop de data par rapport à ce que j'ai réellement besoin. Puis, ben, c'est probablement une façon vraiment efficace pour moi de générer cette data-là qui vient animer un système qui, sans animation, est très mécanique. Puis mon système paramétrique, finalement, c'est que si je voulais l'animer à la main, ben, je m'ennuie quand je fais ça. Je sens pas que c'est ergonomique de créer des animations avec des keyframes comme ça manuellement. Puis finalement, ben, je trouve ça le fun de découvrir un peu une surprise quand j'injecte le geste qui drive là, ma simulation de tissu là, sur le téléphone. Ouais. Puis à travers cette série-là, j'ai beaucoup senti de pression des réseaux sociaux parce que c'est une série qui se conforme au réseau. Moi, mon fun là-dedans, c'est pas tant de créer une animation. En fait, mes animations, là, c'est des boucles. D'ailleurs, la première œuvre, c'est une boucle continue aussi. Oui, c'est le fun, l'espèce d'effet étourdissant que ça procure, mais moi, idéalement, je le fais juste pour adapter le médium du fichier vidéo à mes besoins. Donc, je pense que le médium vidéo, il est puissant quand on utilise la durée, le début, la fin, on raconte quelque chose, l'histoire évolue. Là, je fais zéro ça. Dans le fond, on est pogné dans une boucle. Oui, il y a comme une impression de dynamisme, mais finalement, quand on réalise que ça bouge toujours de la même manière, c'est très statique finalement comme travail. C'est froid à la limite, là. Euh, Fait que oui, en faisant des œuvres de même qui étaient vraiment pensées pour les téléphones, pensées pour les réseaux, là, je dois rendre mon fichier, là, je le mint en NFT ou pas, je ne les ai pas toutes mintés, ceux-là, j'ai perdu intérêt. Donc, j'ai réalisé que oui, ça me plaît des petites œuvres simples, parce que je vois ça comme des projets du dimanche, là, c'est assez simple thématiquement, c'est assez simple au niveau de, je peux créer ça assez rapidement, puis mais j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin que ça, finalement. Euh, Fait que je compte continuer de créer comme ça d'une certaine manière. Par contre, j'aimerais ça pouvoir jamais m'arrêter puis avoir une œuvre finale. Tandis que là, ben, en faisant le rendu, ça prend dans Blender, c'est quand même long. Là, je regarde le résultat, là, il y a un petit glitch. Il faut que je recommence le rendu. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me défaire. C'est pour ça que je voulais présenter ce projet-là. Fait que tout ça pour en arriver un peu avec ce que j'ai commencé à faire fin de l'année dernière, puis j'essaie de faire avancer. Je pense que c'est un projet, je parle de ce que je fais avec Loco, entre autres. Là. Bon, j'appelle ça la cinématographie de la matière virtuelle. Là, peut-être qu'on pourrait reswitcher. Je ne sais pas, il est où le bouton? Ah, c'est la manette. Okay. Reswitcher parce que j'ai pas. Bon, il est là le visuel. Oui, il fait noir. Ouais, ben, je me serrais peut-être avec le deuxième projet maintenant. Ah ouais? Non, non, c'était juste un. C'est bon? Ah, OK. Non, c'était juste que la lumière était cachée par autre chose, ou probablement que la lumière a passé derrière une roche. Ben justement, c'est ça, c'est un projet qui est un peu, pas un projet, mais c'est une façon je crée des systèmes qui sont un peu moins prévisibles. Là, c'est très mécanique quand même la façon que ça fonctionne ici. Là, j'ai des petits systèmes de conditions, des valeurs aléatoires qui contrôlent ça, puis il y a des déplacements de lumière, on peut actionner. D'ailleurs, le bot, il roule dessus, là, je peux-tu le. OK. Je viens d'en envoyer un. Ah ouais, tu as changé la. Oh, super, ben, merci, merci. Fait que, ouais, là, il y a une petite interaction avec Discord, mais ça, c'est très, très, très simple, mais c'est un outil qui est essentiel pour moi, plus au niveau technique, parce que j'ai besoin, si je présente ce genre de contenu-là dans un contexte d'installation, avec des écrans et tout, ben, j'ai besoin de pouvoir l'ajuster parce que je n'ai pas vu peut-être l'espace avant, je n'ai pas installé mes écrans, puis si j'ai juste un fichier vidéo, ben là, je ne peux rien faire, il est fiché. Si je fonctionne avec le pré-rendu,
Puis là, je veux l'ajuster vraiment, bien là, il faut que je me lance dans re-rendre mes animations, puis c'est pas le moment de faire ça. Donc, finalement, j'aimerais ça plus avoir un système virtuel, interactif, temps réel, que moi, en tant qu'artiste, quand je le présente, je peux juste l'ajuster ou je peux troubleshooter comme redémarrer l'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est des commandes que je peux envoyer via Discord pour contrôler à distance mon œuvre. Finalement, pourquoi Discord? C'est que j'aime ça hijacker des technologies qui sont déjà existantes. Oui, je me crée une dépendance. Si les serveurs de Discord ils shut down, ben là, j'ai plus accès. Mais bon, je vais vivre avec ça parce que j'aime bien tous les avantages. Je n'ai pas besoin de créer une interface, elle existe déjà. Je peux aussi bénéficier de toutes les fonctionnalités qui sont déjà dans cette interface-là. Étant donné que c'est un serveur de discussion qui est partagé, ça veut dire que si je veux donner des permissions à d'autres personnes, je peux les donner à même Discord, puis là, les gens peuvent envoyer ces commandes-là, puis ça m'invite à faire une œuvre qui pourrait être interactive. C'est pas mon focus, mais je veux créer d'une façon qui me permet de toucher à tout ça, même si c'est pas mon focus actuel, je trouve ça intéressant d'avoir accès à cette petite couche d'interactivité-là qui va peut-être trouver sa place éventuellement. Donc là, ben, c'est pas très intuitif comme façon d'interagir parce qu'il faut connaître la commande qu'on envoie. Mais étant donné que c'est pour moi, ben, moi, ça m'arrange puis c'est un outil utile pour moi. Là, ce qui serait intéressant, puis c'est la prochaine étape, c'est d'offrir une interaction au public, mais qui serait beaucoup plus intuitive, humaine, beaucoup plus, quoique inhumaine parce qu'elle est très déconnectée puis indirecte parce qu'on passe à travers un téléphone, mais ce serait d'avoir dans le fond, de pouvoir permettre à un public d'écrire une phrase et là, d'avoir une intelligence artificielle qui interprète la phrase, un peu comme avec le projet de la plante finalement, qui interprète la phrase pour l'associer à des mots-clés. Des thèmes, des particularités. Et ensuite, moi, de mon côté, tous ces mots-clés-là, ils sont associés, c'est là que je viens créer, dans le fond, ils sont associés à des looks, à des états, à des imperfections. Comme là, la caméra peut devenir floue, par exemple. Ben, si j'ai le mot-clé flou, ben, ça peut déclencher ça. Donc, après ça devient un jeu d'association que j'ai comme pas envie de faire, en fait, mais que j'aurais pas le choix, puis c'est important. Mais là, je me dis peut-être que l'intelligence artificielle pourrait le faire, l'association à ma place, éventuellement. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, ben, moi, je le vois comme c'est une façon de créer qui va me permettre, dans le fond, de m'adapter à peu près à tous les types de diffusion possibles, incluant en réalité virtuelle, qui m'intéresse encore quand même. Des projections comme, par exemple, au dôme dans la stratosphère, je peux shooter ce système-là direct dedans. Donc, c'est plus immersif. Installation, multi-écran. Là, encore là, il y a un petit défi technique. En ce moment, moi, ma réalité, c'est que j'ai un paquet de nœuds techniques à dénouer pour me rendre à cet outil-là qui m'inspire. Donc, installation multi-écran qui part de peut-être plusieurs ordinateurs connectés ensemble et tout. Ben, en fait, je réfléchis de plus en plus au contexte de la performance pour présenter mon travail parce que ça me permettrait peut-être d'expliquer c'est quoi l'avantage. Parce que j'ai l'impression que si je présente juste ça, on se dit, bah, ben, c'est de la vidéo, OK, je l'ai vu, à moins que je l'explique comme maintenant. Mais le fait de l'expliquer, ben, je trouve ça, ben, en fait, là, ça m'inspire et ça m'aide, mais je trouve ça un peu lourd. On devrait pouvoir apprécier la valeur ajoutée de ce que j'essaie de faire sans que ça ait besoin d'être expliqué. Donc là, mon but, ce serait à travers la performance de pouvoir, avec la durée de la performance et le grand respect du public quand on présente des trucs du genre, ben, de pouvoir raconter cette histoire-là en interagissant avec mon système. Oui. Je pense que c'est pertinent ce que tu dis, entre autres, parce que y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quand que la vidéo recommence. C'est ça, en fait. Les gens sont habitués à ce que ce soit des loops. Exact. Vidéos déjà pré-rendues. Ici, ce n'est pas le cas, c'est du real time. C'est jamais deux fois le même frame, peut-être, mais les chances sont extrêmement minimes. C'est ça qui est intéressant aussi, je pense. Merci. Ben oui, c'est ça. J'ai encore du mal à exploiter le vrai potentiel de ça. Puis c'est peut-être pour ça que ça paraît pas. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Puis c'est pour ça que j'ai préparé des slides style PowerPoint. D'ailleurs, je suis rendu là, je vais relire mes notes un petit peu, puis je vais peut-être switcher. Là. Ouais. Ouais, OK. On est rendu là, je pense. Ouais. Ouais, fait que, wow. Non, ça marchait. Je ne sais pas pourquoi ça a sorti.
Ça roule. OK. Fait que c'est ça, tu sais, finalement, aujourd'hui, ce que je raconte, c'est beaucoup plus dans la technique puis la façon de travailler que dans le contenu. Parce que c'est ça mes réflexions. Fait que c'est sûr que là, bon, ben, il y a un genre de blob avec une roche, là, ben, tu sais, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais ça ne fait pas grand-chose. C'est normal, je ne suis pas rendu là. Puis c'est important pour moi que le contenu, dans le fond, je développe le contenant, puis le contenu trouvera sa place, le contenu qui va pas mériter, mais qui va être mieux décrit à travers ce médium-là, puis à travers cette façon de créer-là, ben, va finir par trouver sa place. Puis évidemment, je vais essayer de mettre des téléphones mous puis ces affaires-là, là, mais bon, je vais voir où, je suis vraiment en mode d'exploration à ce niveau-là. Puis j'ai l'impression que c'est pas le moment de passer trop de temps sur le contenu quand j'ai encore beaucoup de trous là, techniques. Donc là, ça, c'est un peu mes réflexions. Euh, j'ai eu beaucoup de diffusion l'an dernier, puis en fait, en janvier aussi, beaucoup trop de diffusion. Ça m'écœure un peu, mais en même temps, ça me fait réfléchir. Fait que je dis pas ça pour chialer, là, je me trouve vraiment chanceux de diffuser autant, puis ça me lance peut-être sur cette réflexion-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand on passe de la création à la diffusion. Fait que là, j'ai plus de détails après. Bon, après ça, je vais vous parler de mon bug avec les œuvres pré-rendues. Mon bug avec le temps, j'en ai parlé un petit peu d'avoir justement un fichier avec un début et une fin. Puis ben là, j'essaie de splitter un peu mon rapport à ce médium-là. Il y a des trucs que je trouve extrêmement précis au niveau du contrôle, puis j'aimerais plus aller vers le jeu pour créer, puis essayer de faire une distinction entre les deux. C'est un peu ça mon plan. Donc, ce que j'ai observé avec la création et la diffusion, c'est que, ben, c'est ça, finalement, je me demande si le contexte des arts visuels répond vraiment à ce que j'essaie de faire. Puis, c'est pour ça que j'observe qu'en art numérique, il faut souvent transformer l'œuvre quand vient le temps de la diffuser, ou pas nécessairement. Donc, je pense à un band qui improvise, qui a beaucoup d'improvisation dans leur performance, parce qu'évidemment, un band peut être très, très préparé à l'avance. Mais donc, eux, finalement, il y a très peu, peut-être qu'il y a très peu de distinction entre la création et la diffusion parce qu'ils doivent recréer constamment quand ils performent. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui m'attire aussi. Et là, quelque chose qui m'attire moins, mais qui peut être vraiment intéressant, c'est quand le mode de diffusion est tellement bien défini que le public ne se fait aucune attente. Je veux dire, le public se fait des attentes et il n'y a plus de surprise, donc on accède directement au contenu. C'est vraiment facile d'entrer, je pense, dans la narrative d'un film parce qu'il n'y a pas une remise en question sur le nombre d'écrans qu'on va avoir puis sur qu'est-ce qu'on regarde finalement. On sait à quoi s'attendre. Donc, ça, c'est une richesse, mais clairement, ce n'est pas ça que je fais. Puis, clairement, j'aime un peu challenger à quoi on est confronté. Puis, j'essaie pas de créer un médium, mais de twister, de distorsionner les médiums qu'on utilise, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que le numérique ne devrait pas être dépendant, dans le fond, des médiums plus traditionnels, puis peut trouver sa place puis aller plus loin. Donc, pour moi, une diffusion qui est très, très bouquée d'avance, ça me plaît moins. Puis, ben, c'est ça, j'ai vécu des petits challenges au niveau d'adaptation de contenu, disons, pour la VR. Il y a des contraintes techniques. Quand la VR est présentée, il y a peut-être un manque d'intimité qui fait qu'on ne va pas vivre l'expérience VR de la même manière. Un peu la même chose avec l'installation. Puis, comme le projet manipulation, ben, quand on veut présenter sur les réseaux sociaux, qui est quand même une plateforme qui a un certain potentiel pour la visibilité, pour l'accessibilité, parce que bon, ça va tomber dans les yeux de tout le monde assez facilement dans leur quotidien avec leur téléphone. Il y a des contraintes des réseaux sociaux que je trouve inspirantes. Puis c'est le fun de se plier à ces contraintes-là, mais finalement, si moi je veux créer un monde virtuel interactif, ben, les réseaux sociaux ne me le permettent pas parce que je dois encoder mon fichier. Là, dès que je le mets, ça devient super compressé, ça devient tout flou. Euh, donc, c'est ça, c'est cette relation-là entre la création et la diffusion qui m'invite à réfléchir un peu à comment je devrais travailler. Je vous dis quelque chose. Non, OK. Bon, la timeline. Fait que là, ça, ce qu'on voit ici, c'est un screenshot d'une vieille version de Blender que j'ai pris sur Internet. C'est pas mon travail. Puis, ben, ça illustrait bien à peu près le rapport que le créateur a avec une timeline quand vient le temps d'animer.
Donc, une timeline avec des keyframes, sur l'axe des X, ben, vous savez c'est quoi, mais je vais le dire quand même, là, sur l'axe des X, vous avez le temps, c'est en nombre de frames en bas, on voit qu'il y a à peu près 340 frames, images dans le fond. Puis on vient ajuster manuellement chaque paramètre, un à un. Puis là, ça fait des petits points. On peut fouiller, voir les valeurs numériques. Là, souvent, on est invité à entrer une valeur, on va rentrer 50. T'sais, même si ça serait beaucoup plus beau comme 49,7, mais on va taper le chiffre directement. Fait que c'est ce genre de. Je trouve que ce genre de rapport-là aux outils est très mécanique. C'est pas inspirant, c'est lent. Tout est à refaire. On a fini l'œuvre, on va en faire une deuxième, ben, on recommence. On peut récupérer des assets, oui, là, mais c'est beaucoup à recommencer. C'est aussi très difficile à éditer. Il faut aller jouer dans ces petites clés-là, les changer à gauche, à droite. C'est beaucoup de gestion. C'est pas très, on n'a pas tant de feedback visuel non plus. D'ailleurs, dans l'image, là, on voit que la timeline prend la majorité de l'écran, puis le contenu, on le voit presque pas. Puis non seulement on ne voit presque pas, mais ce qu'on voit, ce n'est pas le résultat final, c'est juste la mèche. Là. Évidemment, ce que je dis est appliqué au médium de la 3D, mais je pense que ça peut se transposer à bien des affaires, dont le son qui fonctionne plus avec des keyframes, montage vidéo, effets spéciaux. Je trouve que ça arrive souvent que le numérique, on nous le propose. Il faut penser d'avance la durée de notre timeline souvent. Il faut se conformer à ça. Il faut éditer ça, il faut pitonner. C'est aussi une façon de travailler qui est très destructive. Quand on fait une modification, c'est difficile de revenir en arrière. Là, je pense beaucoup, je n'ai pas de screenshot de ça, mais quand on manipule, disons, une géométrie en 3D, puis on fait une modification dans les façons traditionnelles de travailler, ben, on détruit, on ne peut plus revenir en arrière. Ou bien, pour revenir en arrière, ben là, il faut sauvegarder constamment. Fait que là, on finit par gérer des fichiers. T'sais. Tout ça nous éloigne, en fait, de la création, puis on est beaucoup plus dans la stratégie, dans la conception, puis bon, ben, autant je n'aille pas ça, mais je veux m'en défaire, puis aussi, j'aimerais voir si je suis capable de m'en défaire et d'aller plus loin avec ce que je crée, que ça apparaisse dans le résultat, idéalement. Là. Que le résultat soit peut-être moins mécanique. Là. Je sens que les créateurs qui sont habitués de fonctionner avec ça, ils vont jamais hésiter à mettre des milliers, ben, beaucoup d'heures, à ajuster tous les petits détails, alors que finalement, si on les ajuste, c'est peut-être parce qu'on a trop le nez dedans, puis on a moins le nez dans le résultat qui serait en temps réel dynamique devant nous. Fait que j'ai un gros problème avec ça. Puis, bon, c'est ça. À la fin, on a fini notre timeline. Là, on part un rendu. Là, le rendu prend des heures. On regarde le résultat. Puis là, c'est à recommencer. C'est à corriger. Là, il faut rentrer dans le projet. C'est lourd, c'est pas le fun. Ou bien, finalement, on se tanne puis on dit, ah, c'est correct, je t'ai écœuré. Fait qu'on est comme encouragé à abandonner. Tu sais. On est encouragé à s'arrêter et à se contenter à un résultat, alors que peut-être que le numérique pourrait fonctionner autrement. Fait que je pense que le numérique, sa force, c'est de ne pas faire ça. Puis présentement, tous les outils numériques nous demandent de faire ça. Bon, là, le temps. On ne s'en sort pas, il y a toujours le temps, c'est sûr, une évolution. C'est très linéaire, ça avance, mais je pense qu'on peut le splitter, le faire fonctionner en sous-groupes. Puis, ben, je me suis inspiré des moirés qui sont, je manque de, c'est des divinités grecques, là, je n'ai pas plus de précision. Je savais un temps, mais j'ai oublié parce que ce n'est pas mon focus. Mais bon, eux, ils s'occupent un peu de la timeline, ils s'occupent un peu du destin d'un paquet de monde. Ils sont vraiment plus exécutantes. Donc, Cloto attisse le fil de la vie. L'Achésis, elle déroule le fil et Atropos, elle coupe le fil. Parfois, ils sont présentés comme justement, on voit que celle à gauche est plus jeune. Là, donc, c'est vraiment la vie, la mort, etc. C'est sûr que ce truc-là, on le regarde de même, c'est facile de voir avec la vie, la mort que ça reste une ligne droite. Ça reste une timeline fixe. En bas, j'ai écrit un petit peu comment moi je l'utilise parce que enfin, tout ça, pour moi, c'était une invitation à fragmenter le temps puis à traiter mes données. Quand je les pousse dans le temps, ben, je ne les traite pas nécessairement de manière linéaire, puis c'était ma base de pouvoir fragmenter. Donc, pour moi, Cloto qui tisse le fil de la vie, ben, c'est un peu comme quand je reçois les données. Les données, c'est quoi? Ça peut être, en fait, l'input d'un GAN mocap. Je vais montrer plus d'exemples tout à l'heure, mais là, j'ai en tête de refaire du son puis de contrôler, en fait, mes animations avec du son, donc peut-être des triggers MIDI ou des trucs du genre. Fait que je reçois les données, puis je dois les classer, les envoyer à la bonne place, finalement. Fait qu'ensuite, l'Achésis, pour moi,
va un peu récupérer ces données-là pour former des événements qui, donc, je détecte le début d'une nouvelle scène, ce genre de truc-là. Donc, c'est à cette étape-là qu'il y a des décisions qui se prennent, qui peuvent être influencées par des conditions, qui peuvent être influencées par d'autres facteurs. Et finalement, Anthropos va comme réagir aux événements et déclencher des macros parce que parfois, j'ai peut-être plus qu'un paramètre qui sont associés pour créer un look unique ou un comportement unique. Donc là, un événement va déclencher plusieurs paramètres qui vont influencer le son ou l'image ou peu importe. Donc, je le vois moins comme juste vieillir, mais plutôt comme un système modulaire dans lequel, là, j'ai juste une cloto, mais ça peut être plusieurs, là, comme une entrée d'éléments qui est distribuée à d'autres systèmes qui, eux, gèrent dans le fond, créer des événements, détecte on est rendu où selon un système de conditions. Est-ce qu'on passe à l'autre scène? Est-ce qu'un élément passe à une autre scène, mais mon élément principal, lui, il reste dans la première scène? Donc, je ne suis pas pogné à ce que chaque scène bouge en même temps. Donc, oui, c'est sûr que là, je bouge de gauche à droite en termes de temps, là, un peu comme ici, disons, là, il y a quand même visuellement, je bouge de gauche à droite, puis ça se passe aussi dans mes interfaces de travail et dans l'œuvre. Mais je peux avoir des sous-groupes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai après ça? OK. J'ai autre chose à dire là-dessus. OK. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions là-dessus? C'est pas obligé non plus. Non? OK. Super. Je sais pas si... OK. Là, ça, là, je ne suis vraiment pas sûr des mots que j'utilise. Si vous avez des suggestions pour remplacer ces mots-là, ça m'aide à réfléchir d'avoir les bons mots aussi. Fait que j'ai fait comme deux axes. Le premier, ce serait comme un rapport entre le contrôle et le jeu. Bon, le contrôle, bon, c'est précis, mécanique, destructif. Puis destructif, puis prise de décision, pour moi, c'est un peu synonyme. Quand je parlais tout à l'heure, comme on fait une modification sur notre modèle, on est pris avec. On ne peut pas nécessairement revenir sur nos décisions à moins de tout refaire le travail. Donc, le contrôle, je le vois beaucoup dans cette optique-là. C'est beaucoup dans les interfaces logicielles et tout. Donc, tout ce que je disais sur le keyframe, je le vois beaucoup dans le contrôle. Puis le jeu, tout ce qui est plus exploratoire, intuitif, malléable, ergonomique, c'est ce que j'aimerais en faire plus. Puis là, ben, en fait, c'est que le contrôle, c'est quand même vraiment important. Le contrôle, c'est un peu comme l'étape de conception, c'est un peu comme des stratégies de création, c'est des contraintes qui peuvent être stimulantes, qui peuvent être inspirantes. Puis je pense que le contrôle est essentiel pour donner plus de potentiel au jeu par la suite. C'est un peu comme l'étape où on donne les règles du jeu, finalement. Puis je trouve ouais, bon, je trouve que trop de conception sans jeu, c'est un peu comme les keyframes, ça devient mécanique. Puis j'en vois tellement des animations que le mouvement de caméra est keyframé, puis ça fait juste bouger de manière mécanique. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'exploration, justement, pas eu de jeu. Puis peut-être que trop de jeux. Je vais parler un peu plus de ce que je veux dire par jeu, je pense. Ouais, pour moi, le jeu, c'est de pouvoir improviser aussi. Je pensais à la relation entre création et diffusion. Donc, de pouvoir improviser, d'avoir des surprises, de récupérer ces erreurs-là, puis de les intégrer finalement. Puis, ben, en fait, c'est ça, je sais que j'ai besoin des deux. Je sais qu'un va nourrir l'autre. Puis, par contre, je pense que c'est important de séparer les deux dans la façon que je travaille. Donc, je veux passer du temps. Là, c'est ça, je suis beaucoup dans le contrôle parce que je crée mon système. Donc, je crée le système. Ça, c'est purement contrôle, c'est de la programmation. C'est pas plus précis et mécanique que ça. Par contre, après ça, j'ai besoin de mettre pause sur le développement de ces outils-là, de prendre une pause et d'aller dans le jeu pour explorer les potentiels, me surprendre, faire des erreurs. Et là, prendre des notes sur ces résultats-là. Donc là, c'est peut-être plus à ce moment-là que je vais créer une œuvre qui va découler de mon processus. Puis peut-être que cette œuvre-là va être un fichier vidéo pré-rendu parce que ça va être approprié à ce moment-là, mais ça va être qu'une petite étape dans un système qui peut en générer des milliers d'œuvres du genre. Et là, ben, ce qui est important pour moi, c'est après ce jeu-là, de pouvoir revenir au contrôle puis d'ajuster mon système puis de continuer d'évoluer comme ça. Pour chaque contenu que je vais vouloir aborder avec le système, je vais pouvoir entrer dans une dynamique
de passer de contrôle à jeu constamment pour sortir, essayer d'avoir un résultat qui est plus intéressant, finalement. Puis, ouais, avant de parler du direct, fait que finalement, tu sais, oui, je trouve ça lent et lourd de travailler avec la timeline, mais ce que je suis en train de proposer n'est pas plus rapide. C'est probablement plus lent en amont parce qu'il y a plus de conception à faire. Je me fais mes propres outils, dans plus de programmation, là, je règle les bugs de tout ça, donc ça me ralentit beaucoup. Mais je pense que ça en vaut le coup pour plus tard, en fait, pouvoir créer de manière plus spontanée, créer un autre type de volume. Là. Disons, à chaque, je peux jammer avec mon. C'est un peu comme un synthétiseur de visuel, on pourrait dire. Je peux jammer avec et faire plein d'œuvres qui découlent de ça. Et là, bon, là, direct, indirect, j'aime pas vraiment ces mots-là. C'est peut-être eux qu'on peut trouver une alternative. J'ai des exemples, j'ai un petit graphique avec des exemples. Là. Mais bon, direct, j'ai des notes ici. Ben, manuel déjà implanté, instantané, local, simple. Un exemple de ça, c'est quand on ajuste un paramètre dans un logiciel. Donc, on l'ajuste manuellement, on entre la valeur numériquement. Le paramètre, il est déjà là, s'il fait partie du logiciel, c'est pas moi qui l'ai créé. Quand je le change, ben, c'est instantané, mais ça, par contre, ça arrive juste dans ce logiciel-là. Puis souvent, c'est simple, c'est pas un macro, il faut que j'ajuste les paramètres un à un manuellement. Donc, l'avantage de ça, ben, c'est justement, c'est déjà implémenté, puis on peut déjà jouer avec. Fait que, bam, on a une œuvre, mais c'est toujours à refaire. Tandis que justement, ce qui est indirect, là, déjà, ça se rapproche un petit peu plus du jeu aussi, tu sais, mais pas nécessairement. Mais dans le fond, c'est quand il y a une étape d'interprétation qui va se passer avant que ça ait une influence sur les paramètres ou sur l'esthétique. Là, pour moi, ce que je veux dire par interprétation, ça pourrait être genre un filtre ou bien, le meilleur exemple peut-être avec l'intelligence artificielle, mais quand on envoie un prompt, il y a une interprétation, puis là, il y a un résultat. Ça fait que le résultat, tu sais, oui, il y a un lien entre le prompt et le résultat, mais il est vraiment indirect. C'est pour ça que c'est indirect. Évidemment, ça pour moi, c'est beaucoup plus de travail parce que je dois imaginer ces systèmes-là, les programmer, les connecter, blablabla. Par contre, c'est interopérable. Là, je l'ai mis 3 pour matcher l'instantané local. Interopérable veut dire que je peux me créer, dans le fond, des contrôles qui ont un effet autant sur le visuel, le son, l'éclairage de mon installation, puis d'autres bidules. Puis c'est ça que je trouve plus efficace quand j'arrive à l'étape du jeu. Ça va être beaucoup plus satisfaisant comme impact que je vais avoir, surtout quand je travaille dans un contexte où j'ai plusieurs médiums. Puis grouper, je voulais tout simplement dire que c'est un peu possible pour moi justement de faire un paquet de macros, là, de synchroniser plusieurs paramètres dans mon logiciel, disons Unreal, plusieurs petits paramètres qui ensemble font que maintenant c'est le jour, maintenant c'est la nuit, quelque chose comme ça. Puis là, pour aborder, dans le fond, différentes façons de créer, il faut différents outils. Puis là, j'ai essayé de les placer sur ce graph-là. Donc, c'est ça. Utiliser le logiciel comme il est, tel quel. Je mets ça en haut à gauche parce que c'est purement contrôle et direct. Donc, on change la valeur, ça fonctionne. Et là, ce que je me fais, c'est un drôle de graphe, là, il y a besoin de plus de travail, là, mais ce que je suis en train de me faire, c'est si je me crée des macros, là, j'ai une image de touchscreen, là, je me crée mes macros, je peux les mettre là-dessus pour prendre une petite distance avec le logiciel. Ça reste un écran, ça reste un logiciel. Puis je ne suis pas très fan des touchscreens en général parce qu'il n'y a pas vraiment de feedback, il faut regarder ce qu'on fait. Ce n'est pas un outil parfait, mais j'ai réalisé que cette petite déconnexion-là, juste, ça reste dans le contrôle, mais c'est un peu plus indirect justement parce que je me fais des macros. Puis ça fait quand même du bien de prendre un peu un recul puis d'avoir ce contrôle-là. Puis c'est très pratique pour moi dans un contexte d'installation, par exemple. Je peux sur place avec plusieurs écrans, je n'ai pas besoin d'être devant un autre écran, devant un poste d'ordinateur pour ajuster. Je suis devant l'œuvre, debout avec ma tablette, puis je peux ajuster les trucs. Fait que c'est très efficace à ce niveau-là. Là, à droite complètement, j'ai un Space Navigator qui est c'est une petite souris 3D, en fait, qui est un peu comme un joystick, puis je l'utilise pour
contrôler ma caméra. Donc là, je suis vraiment dans le jeu parce que plutôt que de devoir créer des points de vue, puis après ça, les animer avec des keyframes, ben, en fait, ça fait super longtemps que j'utilise ça, puis que je me suis débarrassé des keyframes pour animer surtout ma caméra, parce que ça me permet de me promener dans l'espace, puis c'est comme ça que je trouve les meilleurs points de vue finalement. Fait que ça, je le mets à fond dans le jeu parce que par contre, c'est très, très direct. Je contrôle une seule chose, la caméra, c'est instantané, mais ça me permet de naviguer là, mon monde virtuel. J'ai un contrôleur MIDI que je mets juste en bas, qui est beaucoup plus dans le jeu que la tablette parce que j'aime bien pas être obligé de regarder le contrôleur MIDI parce que il y a un feedback tactile sur les boutons. Et par contre, je le mets aussi, je le mets un peu plus indirect, peut-être parce que j'ai tendance à créer plus des macros. Il faut que le bouton soit très, très efficace là, parce que sinon, il est assez limité. Je n'ai pas envie de passer des heures avec un système de pages ou avoir plein de contrôleurs puis de me perdre dans tous mes boutons. Là, ça devient plus pratique. Puis c'est mieux de retourner. Quand j'ai besoin de cette granularité-là, ben, je vais retourner vers le contrôle, vers un écran comme la tablette. Donc, la relation entre tablette et contrôleur MIDI, elle devient vraiment intéressante pour ajuster un peu mon rapport. Là. Si je veux aller un peu plus dans le jeu, je saute au contrôleur MIDI. Bon, là, j'ai mis les commandes Discord là-dessus. Ben, je les vois comme un contrôle indirect. C'est très contrôle, j'envoie une commande directement. Puis là, ben, j'ai fait la petite connexion avec, comme je vous racontais tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle. Ben, là, je pense qu'on s'en va un peu plus dans le jeu, beaucoup plus dans l'indirect, mais c'est quand même très contrôle, c'est quand même très mécanique. Je pense que c'est difficile d'improviser avec ça parce qu'il y a quand même une déconnexion entre ce qu'on envoie, puis ce qui est interprété, puis le résultat. Ça peut être un jeu intéressant, mais pas très spontané, à mon avis. Bon, puis là, j'ai donné des couleurs d'une performance musicale, puis les gants de mocap, super intuitif, les gants de mocap. Par contre, de traduire des gestes de main à une influence sur certains paramètres, bien, ça va être très indirect pour moi parce qu'il y a une interprétation, il y a un filtre de ces données-là là, que j'ai besoin. Ben, fait que c'est là que je suis rendu. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça vous fait, je sais pas si ça vous inspire, mais je vous écoute et je suis là pour répondre à des questions puis continuer de jaser là-dessus. Là, puis oui. Oui, mais la recette précédente, c'est dans l'indirect, tu disais plus de contrôle, plus de travail en amont. Est-ce que tu devais plus de travail en amont? Oui, exact. Oui. Tu disais sur bâtir ton système. Oui, c'est ça, ouais, parce que je suis là-dedans, je suis écœuré, là. Ben, je suis pas écœuré parce que j'aime ça, mais en même temps, c'est trop de travail. Fait que, ouais, c'est beaucoup plus de travail. Versus, tu sais, je me contente de faire du VJing dans Resolute. Bam, en 30 minutes, ça marche, tu sais. Là, je suis à l'opposé complet de ça. En fait, ouais. Parce que, mettons, on veut bien interagir sur Discord, mais on ne connaît pas le code connu. Fait que là, l'objectif, par exemple, ce que tu développes, là, parce que Maxime est en train d'essayer de brancher, c'est le système d'intelligence artificielle qui va trouver du sens dans n'importe quoi qu'on va écrire. Il fait de son mieux, ouais. Pour aller jumeler cette phrase-là qu'on écrit. Par exemple, j'aime les biscuits. Puis là, il va aller chercher quelque chose, il va trouver une correspondance qui va actionner une modification de l'image. Oui. Bon, alors, jusqu'à quel point est-ce qu'on est en mesure de décrire librement ce qu'on pense? Et vous en êtes dans ce processus-là de connecter le module de reconnaissance de sens avec le module de changement de l'image? C'est une question pour Max. C'est sûr qu'on est en train d'essayer plusieurs méthodologies différentes pour arriver à ce même résultat, finalement, qui est de, par exemple, employer des macros ou des paramètres spécifiques selon les prompts, les entrées de texte. Par contre, l'avantage, c'est qu'on utilise des outils qui existent déjà, donc les outils d'OpenAI, par exemple, avec GPT-3, mais même mais d'autres. Qui permettent de moduler les instructions. Donc, les engins d'intelligence artificielle sont déjà capables d'interpréter sur certains types de scales, certains types d'échelles. N'importe quoi. J'aime les biscuits. Tu peux lui dire, ah, ben, sur un sentiment
j'aime pas ça à j'aime ça. De moi, j'aime les biscuits. Ah, ben, c'est peut-être un 9 sur 10. J'aime les biscuits avec des points d'exclamation, c'est peut-être 10. Mais la réalité, c'est que après ça, ces engins d'intelligence artificielle-là, tu peux les moduler aussi pour qu'ils ne te donnent pas toujours la même réponse. Donc, ça reste des outils qui ont été programmés pour donner une certaine variabilité, en fait. Mais ce que j'aime, moi, c'est qu'ils vont toujours répondre. Ils sont toujours confiants dans leurs réponses. Fait que ça, c'est un bon point de départ. Puis, j'aime beaucoup aussi quand je collabore avec des outils d'intelligence artificielle. Je pense que collaborer, c'est le meilleur mot pour ça parce que on est invité à réfléchir. On regarde le résultat de l'intelligence artificielle, puis on est invité à réagir puis à ajuster notre tir pour forcer un autre résultat. Puis donc là, j'aime les biscuits. Peut-être que ça va être décevant ou pas très représentatif, mais peut-être que ça va être bon de faire j'aime les biscuits au chocolat avec du lait. Tu sais. Puis là, on va avoir peut-être un peu plus de feedback. Puis quand on compare le résultat du premier prompt et du deuxième, peut-être que c'est inspirant pour un troisième. Puis c'est cette dynamique-là que je trouve le fun, en fait, avec ce type. Parce que quand on regarde avec la plante en bas, il faut envoyer une commande spécifique. Genre arroser la plante, ou parce que là, tu as une liste de commandes qu'on a vues. Oui. Donc, il faut envoyer la commande. Oui, c'est un genre de vote, mais ça, c'était. Tu sais, évidemment, là, c'est une tentative, ce projet-là, puis je pense que ce genre de jeu-là fonctionne quand il y a une communauté autour qui peut réagir, puis qu'il y a un enjeu. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de communauté, fait que c'est un peu mort. Mais je l'imaginerais bien dans un autre contexte, peut-être plus, là, où, avoir. Et clairement, moi, dans le développement de ce projet-là, le jeu, c'était pas ma priorité, là, puis ça mériterait d'être repensé, d'être retravaillé. Là. J'ai vu des jeux sur Internet qui sont, c'est pas vraiment des jeux en fait, mais qui sont plus des contextes sociaux en ligne où des gens interagissent, puis il y a des conséquences pour les événements, puis on s'adapte à ça, puis c'est ça qui m'inspirait. Je pense à Our Place sur Reddit, qui s'est passé en avril 2022, mais à l'origine en 2017, puis ça, je trouve ça fascinant. C'est une espèce de grille, une matrice de pixels. Chaque utilisateur a le droit de changer la couleur de 1 pixel à toutes les 10 minutes, à toutes les 5 minutes. Fait qu'une personne seule n'arrive pas à s'exprimer puis à dessiner, mais elle peut se coordonner. Là, moi, ce qui me fascinait là-dedans, c'est comme comment ça marche, comment on fait pour se trouver, se parler, se coordonner pour créer une image qui nous intéresse. Ça s'est vraiment bien fait avec Reddit. C'est un peu ce genre de projet-là, finalement, qui m'a aiguillé dans une proposition comme ça. Mais évidemment, quand il y a une personne qui clique, c'est très décevant et ça n'a aucun impact. Je fais une note sur l'écran. Oui, oui, tu peux mettre le timelapse. Parce que là, à un moment donné, nous on s'apprête à communiquer des instructions. Là, il va falloir communiquer des instructions qui vont être comprises. C'est ça, dans le fond, ils sont toujours comprises. C'est spécial. L'intelligence artificielle va toujours faire de son mieux pour te donner une réponse et il va toujours sonner confiante dans sa réponse, même quand elle n'a pas rapport. Puis cette faiblesse-là devient une force dans mon cas parce que c'est pas vraiment grave si j'aime les biscuits n'est pas intéressant sur. Mais est-ce qu'il y a un système qui apprend, par exemple, j'aime les biscuits, j'aime le chocolat, j'aime les sandwichs? Oui. Si je prends l'exemple de ChatGPT, quand tu lui dis ça, un back-à-back, il tient compte de toutes tes entrées. Là, ce que Maxime développe utilise le même engin. Donc, en théorie, oui, ça tient compte. Là, à voir si dans l'intégration, c'est conservé ou c'est fonctionnel. Là, ça, c'est un détail technique. Là. Mais dans le fond, moi, quand je propose cette interaction-là, c'est un jeu de voir c'est quoi finalement qui va être associé à j'aime les biscuits. C'est pas obligé d'être bon, c'est pas obligé d'être représentatif. C'est plus une exploration de toutes les combinaisons possibles de mon système d'animation. Parce que si on veut vraiment tester ce que l'intelligence artificielle pense des biscuits, bien là, on va aller vers Midjourney ou DALL-E, puis d'avoir le résultat avec l'image du biscuit directement. Là, c'est plus concret. Je m'inspire un peu de cette relation-là avec l'intelligence artificielle, mais je l'applique à un système qui est complètement fermé et qui est le mien. Il va toujours être limité. Le contenu visuel qu'on a est
va pas être influencé par l'intelligence artificielle, va être contrôlé par l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais ça voir la démonstration d'une modification d'une commande envoyée dans Discord qui va modifier l'image, même sans le système d'intelligence artificielle connecté. Oui, mais là, tu peux le faire ensemble, oui, mais on le voit clairement. Okay. Dans le système actuel qu'on a, c'est la commande, c'est la caméra. On peut envoyer un index de caméra, puis ça lance une transition d'un point de vue. Donc, c'est sûr qu'on tourne, on fait vite le tour, il y a 8 caméras. Pas 8 caméras, mais 8 pour preset. C'est très, très, très simple, mais moi, j'ai intégré ça pour tester la fonctionnalité plutôt que de créer. Là. Il y a 8 presets de caméra virtuelle qui sont dans l'image 3D. Là, on voit un de ces presets-là. Puis en envoyant une commande directement. Mais tu sais, c'est pas intéressant pour moi d'inviter le public à prendre ce système-là et à le pitonner. Je trouve pas ça intéressant. Mais de pouvoir écrire n'importe quoi puis d'avoir la surprise de ce que ça peut influencer, comment ça peut influencer, ben c'est là que je trouve ça plus intéressant. Lancer des commandes de ce style-là. Pas trop révéler toute la magie derrière, mais bref. Mais on veut voir la magie derrière. Oui, il faudrait aller dans. Ça va on peut, on va le montrer. On va ouvrir le capot. On va ouvrir le capot. Ça, c'est Adrian Freed, un des inventeurs du protocole OSC que j'utilise pour communiquer d'un logiciel à l'autre. Puis je l'ai eu comme prof à Concordia, puis son cours, ça m'a beaucoup inspiré. Il nous incitait à injecter du geste pour faire du son, puis justement, c'est drôle parce que justement, je suis en train de faire un peu ça, de sortir du contrôle du pitonnage avec le logiciel, puis d'utiliser un geste. Fait que je mets sa face quand je fais des modules de OSC parce que. Non, on ne voit pas. C'est moins intéressant. Bon, là, on voit la structure de commande. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui permet, comme disait Baron, là, vraiment de faire les macros, déterminer si la lumière va dans quel sens. Là, il ne roule pas, il faudrait que tu fasses rouler. Oh, il ne roule pas, c'est peut-être safe, ça. Si, par exemple, là, il est dans caméra 1, si on voit en caméra 5, on voit à droite l'ODEC 5, puis les flèches, je pense que c'est des endroits un peu différents. Dans le fond, c'est ça début, comme ça, développer ce système-là. Parce que là, toi, tu peux écrire en commande. Mais c'est ça, l'objectif, c'est d'instaurer un système où est-ce qu'on écrit n'importe quoi, puis le système va décoder ça, puis va transcoder ça pour en faire une commande. C'est ça. Dans le fond, il y a un groupe de mots-clés qui va être prédéterminé. Donc, ça, c'est vraiment mécanique, là, prédéterminé. On demande à l'intelligence artificielle de faire un choix dans ces mots-là. Et moi, ces mots-là sont envoyés à mon système et ensuite, manuellement, c'est assigné à certains comportements. Donc, c'est comme, oui, il y a l'intelligence artificielle là-dedans, mais c'est beaucoup du manuel. Il faut trouver les bonnes instructions quand même. Ouais. C'est pas l'intelligence qui va décider après, OK, ben c'est ça que tu veux, on va le faire. Il y a quand même une partie dans le codage de l'intelligence où tu sois très spécifique sur ce que tu veux qu'elle fasse. Et puis, si les résultats ne sont pas bons, ben, il faut que tu l'entraînes après aussi. Ma prochaine question, c'est sur la langue. Si tu envoies une commande en français ou tu envoies une commande en anglais? Combien de langues il parle déjà? 400, 800. Il ne doit pas parler 1000 langues. Il y a combien de langues? La langue n'importe pas, c'est ça? Non, ça importe. Non, c'est assez le fun, ça. Par contre, il faut absolument qu'il réponde dans les mots-clés. Oui. Je ne peux pas traduire les mots-clés, ça va me fucker. Là, vous êtes à combien de temps de connecter le système
Il vous reste combien de temps pour connecter le système d'intelligence artificielle avec le module Question. d'interaction? Mais honnêtement, pour te donner une idée, moi, je m'embarque avec ça, là, ça va me prendre au moins 2 ans c'est pas un projet à court terme pour moi, cette affaire-là. Fait que là, c'est ça, c'est une fraction. Là. C'est pour ça que oui, ça peut faire juste bouger la caméra, mais je sais déjà le potentiel que pour avoir fait d'autres projets avec ce genre de stratégie-là dans le passé, je sais déjà où je m'en vais avec ça. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé de faire que ça devienne rouge, là, ça ne me change rien. Fait que c'est vraiment plus faire mon pipeline pour pouvoir créer pendant longtemps. C'est qu'en réalité, oui, il faut aussi qu'on fasse en sorte que cette intelligence artificielle-là puisse bien fonctionner, mais il faut être capable de la recevoir aussi. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça aussi, parce qu'avec toutes les macros différents, tous les paramètres différents, il n'y a rien qui dit que l'intelligence artificielle va nous faire des affaires vraiment trop bizarres qui vont peut-être briser un peu la fluidité de tout ça, finalement. Fait que, en termes de combien de temps ça pourrait prendre, c'est une très bonne question. Ça a pris 13 jours de monter ChatGPT pour une bande scientifique assez animée. Je pense que pour un petit truc comme ça, plus donner 13 jours. En fait, c'est apprendre à domestiquer le système d'intelligence artificielle pour contrôler et surtout connecter. Donc, tout ce qui est interopérabilité avec le numérique, le potentiel est là, mais c'est beaucoup de travail parce qu'on se fait servir des solutions en numérique un peu qui sont encapsulées. Comme, OK, Photoshop, tu utilises Photoshop, mais c'est fini. Ben, moi, je connecte un paquet d'outils ensemble, puis chaque outil, c'est beaucoup de travail de faire ces ponts-là, finalement. D'autres questions dans la salle? C'est pas nous. Non, OK, mais je peux en parler un petit peu plus. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. OK. Ben, c'est pour ça que le projet à l'état actuel s'appelle Cinématographie de la matière virtuelle parce que, oui, il y a comme une motivation pour moi d'explorer cette matière-là, un peu plus organique, mais pas nécessairement, mais qui est typique des outils de création 3D. Mais finalement, on ne sort jamais de la caméra parce que pour voir ça, il faut un point de vue, il faut de la lumière. C'est pour ça, la cinématographie, ça prend beaucoup de place. Puis en fait, j'ai déjà fait de la vidéo dans le passé. Fait que je tripe sur les faiblesses, en fait, de l'image cinématographique qui, on est tellement habitué de les voir qu'on finit par les apprécier, comme tout ce qui est flou, aberration chromatique, motion blur, on les apprécie pour vrai, puis ils contribuent au réalisme du contenu. Fait que je veux l'utiliser un peu comme pas comme un personnage, mais comme un élément clé. Puis étant donné que je dépends de ce point de vue-là, ben, c'est sûr que c'était la première affaire que j'ai programmée là-dedans. Je n'ai pas de caméra, je n'ai pas d'image. Fait qu'il y a un point de vue d'une caméra avec des paramètres. En ce moment, la profondeur de champ est assez courte. Elle n'est même pas bien focusée, en fait. Fait que ça, c'est des paramètres que j'ai. Puis, en fait, je me suis programmé un effet en cinéma, là, ça s'appelle le Dolly Zoom, le Hitchcock Shot. Je me suis intégré ce genre de jouet-là. Puis, je veux les mettre en valeur parce que, contrairement à une caméra réelle, ben, finalement, je peux créer des mouvements de caméra qui sont complètement impossibles. Fait que ça, c'est comme tout un terrain à explorer. Puis notamment pour ben là, il y a comme un genre de lens flare. Bon, là, on voit une roche au milieu. Ça, c'est juste une roche. Elle est très statique. J'ai une autre version dans laquelle la roche, elle se déforme et tout, mais c'est pas ce qu'on voit présentement. Puis, ben, j'ai un système qui est complètement paramétrique. Ça a été créé dans Blender avec les Geometry Nodes. C'est un système, en fait, qui va déplacer des points avec des algorithmes. Puis, les points sont par la suite convertis en volume et le volume est converti en mèche. Donc, ça permet d'avoir un résultat qui est vraiment plus organique comme ça. Par exemple, il est comme sautillant, instable. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Puis, je l'ai doublé pour avoir un matériel qui fonctionne un peu comme de la pôle avec du subsurface scattering, qui réagit à la lumière différemment. Puis, j'ai un matériel transparent. D'ailleurs, beaucoup de contraintes techniques avec Unreal présentement, avec tout ce qui est transparence, mais bon, c'est pour ça que je m'y intéresse. Donc, c'est ça qu'on voit là. Là, on est perdu un peu. Mais, voilà, je viens avec un petit peu. C'est ça qu'il faut.
Ouais, oui, puis non. Là, oui, je peux. C'est pas ça que je fais présentement parce que c'est trop nouveau. Il existe un plugin qui s'appelle AlterMesh qui permet d'importer, puis ça, c'est génial. Tu drag and drop ton fichier blend dans Unreal, puis il va te chercher ton Geometry Node, il le détecte. Oui, puis il te conserve les paramètres, puis ça marche en réel. Par contre, niveau performance, là, puis là, j'ai parlé aux développeurs. Moi, je veux que ça marche dans le runtime quand je fais mon exécutable. Il est comme, ben oui, tout le monde me demande ça. Toutes les semaines sur le Discord, il y a quelqu'un qui demande ça, mais il n'est pas rendu là. Fait que cet outil-là, il n'est pas assez performant, il est trop jeune, mais tu sais, ça s'en vient. Là. Fait que oui, c'est ça mon plan, mon move. J'ai bien du fun avec les Geometry Nodes dans Blender. J'ai pas envie d'apprendre Houdini, c'est comme un petit peu trop. Fait que c'est ça mon plan. Là, ce que j'ai fait ici, ben, j'ai exporté des alambics. Fait que oui, c'est baké, puis ça me fait chier, mais quand même. Mon compromis, c'est que j'ai construit mon alambic vraiment long avec des. J'ai construit mon système pour qu'il loupe. Je fais des boucles. Fait que quand on est à l'intérieur d'une boucle, on ne voit pas que ça saute. Puis j'ai un système de transition pour passer d'un état à l'autre. Fait que j'ai comme d'autres dans ma. J'ai une timeline là-dedans qui est cachée. Dans ma timeline, j'ai des séquences qui me permettent de faire une transition d'une boucle à l'autre. J'ai un gros fichier avec plein de loops. Puis je me promène dedans. Fait que oui, I guess qu'il y a une boucle qui est cachée quelque part là-dedans. Une boucle de paramètres. C'est pas des frames. Merci, Baron Lantaigne, pour ce travail. Merci, Maxime, aussi, pour ce travail.